Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du Kanban. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour nous soutenir et pour recevoir en notification nos prochaines vidéos. Sachez que si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me rajouter sur l'un des réseaux sociaux qui apparaît en bas de votre page. Et également, si l'agilité vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le blog de MyAgile Partner. Le lien est en bas également, sur lequel vous trouverez de nombreux articles autour de l'agilité et également d'ailleurs du Kanban, sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Comme je disais aujourd'hui, nous allons parler du Kanban, voir un peu les concepts que fournit le Kanban. En revanche, évidemment, ça ne sera pas une expertise complète non plus parce que le Kanban est quelque chose d'ultra compliqué. Mais déjà, vous aurez, je pense, les premières bases pour bien comprendre ce qu'est le Kanban et ce que ça peut vraiment vous apporter à vous ou même aux équipes avec lesquelles vous travaillez. Rapidement, pour votre culture, le Kanban veut dire en fait étiquette et c'est un procédé qui a été mis en place par Taishi Ohno dans les usines Toyota dans les années 50. Il en a écrit des articles et des œuvres dans les années 60 et le Kanban est arrivé dans l'IT que dans les années 90. Et aujourd'hui, le Kanban est très populaire et très utilisé. Comme je le disais, le Kanban en fait veut dire étiquette. Donc on est dans un système où le management visuel va nous permettre de gérer notre flux de travail. Donc la première chose qu'on fait en Kanban, paf, on rajoute un board, voilà. Et ensuite, on va rajouter des petites étiquettes qui vont représenter les tâches à réaliser. Bing, une petite étiquette, bing, une deuxième étiquette. Et voilà déjà la base d'un board Kanban. Évidemment, ensuite vous verrez que la gestion du flux de travail est plus complexe et nous allons voir ça dès maintenant. Donc la première notion que nous allons voir qui est très importante, c'est le flux tiré. Et quelle est la différence du coup entre le flux tiré et le flux poussé? Prenons l'exemple du Scrum. L'équipe va faire une sprint planning, on va définir un objectif, on va définir également les items pour répondre à cet objectif. Et donc, on va pousser à l'équipe de réalisation un ensemble d'items. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le flux poussé. Et en sortie de sprint planning, l'équipe de réalisation va prendre item par item pour les réaliser, pour ensuite les livrer afin de terminer l'incrément. Contrairement au Scrum où on va planifier un ensemble d'items qu'on va réaliser pendant l'itération, le flux tiré, on ne va rien planifier. On est dans un système qui s'appelle le flux tendu. Donc il n'y a pas de planification, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un flux qui est continu. Je ne vais plus planifier un ensemble de choses que je vais proposer dans une itération, mais en fait, le travail va se faire au fur et à mesure. Tant que quelqu'un après moi sur la chaîne est en train de travailler et n'a pas de besoin, je vais attendre avant de lui fournir ce travail. Donc, comme exemple de flux tiré, on va par exemple, en imaginant, je suis développeur, donc j'ai quelque chose dans le to-do, hop, je vais prendre ma petite chose dans le to-do, bing, je le mets en work in progress, je développe, et ensuite, quand j'ai fini mon développement, bing, je le mets en done. Mais à ce moment-là, évidemment, j'ai plus de travail à faire, il n'y a plus rien dans le to-do, donc je suis en attente. Et en gros, ça veut dire, celui qui donne les demandes, ce serait pas mal que tu me fournisses une nouvelle demande. Et à ce moment-là, cette personne va préparer une nouvelle demande parce que je lui ai tiré le besoin d'avoir une demande. Et quand il a terminé, il me met ça dans le to-do. Et moi, en tant que développeur, je me retrouve une fois de plus avec du travail à réaliser. Alors, dans cette gestion de flux tiré, il est vrai que du coup, il y a beaucoup d'attentes. Celui qui prépare les demandes attend que je lui tire une demande et moi, en tant que développeur, tant que j'ai pas de demande, je suis en attente. Mais vous allez voir que, évidemment, le flux tiré va beaucoup plus loin. Cependant, le flux tiré à ce niveau-là n'est pas très performant parce que si vous regardez bien un peu l'explication que je vous ai donnée, malheureusement, il y a le développeur ou en tout cas l'équipe de réalisation. À un certain moment, on va devoir attendre que le travail arrive et celui qui prépare le travail également va être en attente parce que tant qu'on ne lui tire pas de demande, il fait rien. Et pour ça, on va mettre en fait en place ce qu'on appelle le stock intermédiaire. Donc le stock intermédiaire, par exemple sur le board que vous connaissez et que vous voyez sur votre droite, c'est tout simple, c'est la zone to do. Donc on s'autorise dans la zone to do à mettre X items de façon à ce que le développeur ne soit pas en arrêt de travail et puisse continuer à développer et à pas se retrouver avec des grosses pauses. Mais pour ne pas se retrouver dans le concept du flux poussé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire
que cette colonne to do, on va lui mettre un limit WIP, donc limit work in progress. Et si par exemple la colonne to do, on va lui dire que c'est maximum 2 items, eh ben, la personne qui prépare les demandes va préparer jusqu'à 2 items. Et dès qu'il y aura 2 items dans le to do, il s'arrêtera de travailler sur les items, il fera peut-être d'autres choses. Mais par contre, l'équipe de réalisation pourra toujours travailler et ne sera pas aux arrêts. Alors attention, la mise en place de Limit WIP n'est pas si simple que ça. Ça demande de l'expertise, ça va demander aussi de l'expérience. Alors quand je parle de l'expérience, c'est de l'expérience de l'équipe, de voir quelle est la formule qui sera la plus adaptée pour avoir une chaîne de réalisation qui est la plus fluide possible. Le fait de travailler avec des stocks intermédiaires tout en restant en flux tiré, ça a l'avantage qu'on ne va pas se retrouver avec des millions d'items dans une colonne et qui va faire qu'il y a des items qui vont peut-être mourir ou qui vont peut-être mettre des années à apparaître. Non, ça va permettre à l'équipe de réalisation de se concentrer et de bien se concentrer sur le travail sur lequel elle est attribuée et de s'assurer qu'elle ira jusqu'au bout. Au moins, on s'assure que tout ce qu'on fait passer a beaucoup de chances de voir le jour et de voir le jour rapidement. Les limites WIP peuvent être beaucoup plus complexes qu'on l'imagine. Là, on l'a vu par colonne, mais en fait, voilà, hop, un nouveau board Kanban. En fait, le board Kanban, comme vous pouvez le voir, peut représenter plusieurs flux de travaux. Ici, par exemple, on serait dans une équipe infrastructure. Le travail à faire sur l'installation d'hardware, par exemple, sera beaucoup plus complexe et exigera plus d'étapes que si on devait traiter une demande urgente. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est ce qui différencie beaucoup le Kanban de d'autres méthodologies. Donc, à partir de là, on va définir éventuellement des limites WIP comme vous pouvez le voir sur le test. Donc là, les tests sont limités à 4. Donc au moment où on a 4 items dans la zone test, vous voyez, on n'est plus sur une colonne, mais on est sur une zone. C'est tout à fait possible de mettre un limit WIP sur une zone. Il faut juste bien le représenter. Et bien, à partir de ce moment-là, tout le monde doit se concentrer à tester et à arrêter les autres tâches. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça implique l'obligation de travailler en équipe. Il faut faire attention, le fait de mettre ces limites WIP, que ce soit par zone ou par colonne, et on verra ensuite par ligne, ça demande quand même un véritable travail et un affinage qui va se faire au fur et à mesure. Si ces limites WIP peuvent vraiment permettre de fluidifier le travail, ça peut être aussi une grosse contrainte. Donc il y a vraiment un travail d'affinage à faire sur les limites WIP qu'on va mettre sur l'ensemble de notre flux de travail. Donc comme vous le voyez, ici on peut parfaitement mettre en ligne également une limite WIP, ce qui va nous permettre de limiter le travail de nos administrateurs système ou administrateurs réseau à se forcer à ne travailler que sur 5 éléments en même temps et pas plus. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça limite forcément le nombre de tâches qu'on va mettre dans notre Kanban et donc on va fluidifier les travaux qui sont en cours. Il est vrai qu'on voit souvent des équipes qui se rajoutent une tonne de choses et du coup, c'est beaucoup moins fluide. Il y a des demandes qui mettent peut-être des semaines, voire malheureusement des fois des mois à venir. Non, dans ce type de Kanban, avec une limitation WIP par ligne, à ce moment-là, on va forcément beaucoup mieux fluidifier l'avancée des tâches. Alors, sur les limites WIP, il y a aussi une notion qui est très importante et qui est souvent oubliée, c'est la limite WIP basse. C'est bien parce qu'on limite toujours le nombre d'items maximum qu'on met dans une zone, dans une colonne ou dans une ligne, mais parfois il est aussi essentiel d'obliger de mettre un nombre d'items minimum dans une ligne, une zone ou une colonne. Et ça, c'est vraiment très important. Donc par exemple, ici, quand on reprend notre fameux board très simple sur 3 colonnes, on avait mis un limit WIP max de 2 items. Et maintenant, on va mettre aussi un limit WIP minimum de 1 item, ce qui impose à celui qui va fournir le travail au développeur d'avoir toujours un item dans le to-do. Parce qu'en effet, quand on a un limit WIP maximum, il peut très bien aussi attendre et se retrouver avec 0 item, même si le limit WIP est à 2. Donc, le limit WIP basse impose qu'à chaque fois, on aura un item dans cette colonne. Et vous verrez que jouer entre le limit WIP classique et le limit WIP basse peut vraiment amener votre flux à se fluidifier et à être ultra structuré. Comme le Scrum ou l'utilisation des user stories, le Kanban conseille fortement de travailler sur des petits items. On va privilégier fortement d'avoir des petits items que de travailler sur des gros items. C'est beaucoup plus simple ensuite de fluidifier le travail et de l'ensemble du travail de la chaîne de réalisation.
Pour vous aider aussi dans la définition de vos limites WIP, de votre flux, je vous conseille deux indicateurs qui sont vraiment très intéressants, voire un troisième d'ailleurs, mais qui est plus, vous verrez, un graphique. Le premier s'appelle le cycle time. Donc le cycle time, c'est le temps que la demande va être prise en réalisation jusqu'au moment où elle va arriver en done. Donc cet indicateur est très intéressant parce que tous les matins, on va rajouter un point. Donc par exemple, sur notre post-it, ce qui est relativement simple, en général, on rajoute un petit point sur le post-it et le nombre de points donnera le cycle time de notre item. Et en faisant des cycle time moyens, eh ben, on pourra voir si notre fluidité est bonne ou pas. C'est simple, si le cycle time moyen augmente, il y a peut-être des choses à revoir, et s'il diminue, c'est peut-être qu'on est sur la bonne voie. Alors, dans certains cas, il peut y avoir quand même une augmentation logique, donc il faut quand même analyser les résultats. Et nous avons le lead time. Le lead time est plus important pour d'autres métiers, c'est de dire la demande arrive. Donc là, on va peut-être la traiter, on va la traiter côté fonctionnel, côté UX, côté UI, côté développement. C'est tout le cycle de vie de la demande. Donc là, c'est beaucoup plus large. La demande arrive, on commence le lead time jusqu'au moment où la demande est en production. Cet indicateur est également très utile pour analyser là où on pourrait avoir des problèmes ou non. Et d'ailleurs, entre le lead time moyen et le cycle time moyen, le fait de les comparer peut aussi amener à des choses très intéressantes et à nous permettre de revoir éventuellement notre flux, donc les limites WIP, que ce soit des limites WIP hautes ou des limites WIP basses. Et un diagramme qui est aujourd'hui relativement connu, mais qui est vraiment d'une efficacité redoutable, c'est ce qu'on appelle le diagramme de flux cumulé. Et le diagramme de flux cumulé va nous permettre de voir là où on peut avoir des goulots d'étranglement, donc là où on va devoir travailler. Donc sur notre flux, ça peut être également ultra pratique. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler les étapes de nos items, tac, 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 tac. Et grâce à ça, on voit assez facilement là où on a des problèmes et là où on va devoir s'efforcer de travailler pour fluidifier notre flux. Alors également pour vous aider, n'hésitez pas à utiliser des icônes. Ça paraît bête, mais parfois, les personnes qui font les demandes aimeraient qu'on priorise. Parce que si on a 2 items dans le to do, parfois, lequel item on doit prendre en premier. Ça peut paraître bête, mais dans le Kanban, c'est tout à fait possible de le faire. Donc on va rajouter, par exemple, une icône prioritaire et quand la personne qui fait la demande dit: «Bah ça, c'est prioritaire», les développeurs vont prendre cet item et non pas le deuxième, voire d'autres si jamais le limit WIP est plus haut. Et ça, c'est aussi également un élément très important. Sur un board Kanban, on peut rajouter des items qui vont permettre de nous montrer des choses qui sont très importantes. Ça peut être donc, comme je le disais, l'icône prioritaire qu'on voit sur le board. Ça peut être également une icône blocage pour dire que cette demande est bloquée, il faut la traiter. Et ça peut être une icône bombe pour dire, bah, dès qu'on fait une daily, si jamais on fait une daily, parce qu'on peut parfaitement faire des daily en Kanban, c'est à l'équipe de définir le cadre qui est autour de ce flux. Et ben à ce moment-là, la bombe permettra le matin de dire, il faut qu'on parle de cette demande parce que moi, j'ai mis une bombe, j'ai quelque chose à dire par rapport à cette demande. Voilà, j'espère que ce premier aperçu sur le Kanban vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des pistes. N'hésitez pas à aller sur le blog de My Agile Partner. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau du Kanban. Et vous verrez, il y a beaucoup d'agilistes qui partagent sur le Kanban. Vous pourrez trouver de très bonnes choses sur Internet. Et il y a d'ailleurs des œuvres aussi que vous pouvez trouver dans vos librairies qui vont vous permettre d'approfondir ce sujet. En tout cas, j'espère que cette première phase vous aura permis de bien comprendre dans l'ensemble ce qu'est le Kanban et ce que peut vraiment vous apporter le Kanban dans vos équipes.